Kamouraska Chrysler est fier partenaire de l'émission Infocam. Kamouraska Chrysler, 225 Avenue Patry, à Saint-Pascal. 418-492-3432. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine, à Infocam, Solidarité rurale du Kamouraska se penche sur le jeu libre pour les enfants dans nos municipalités. Le Centre d'art de Kamouraska vous invite à sa nouvelle programmation automnale sous le thème « Figures et variations anatomiques ». Et finalement, le projet Père de la Maison de la famille du Kamouraska vous invite à ses nouvelles activités. Bienvenue à cette nouvelle émission d'Infocam. J'espère que vous avez profité de cette superbe fin de semaine ensoleillée et que vous êtes allé faire un tour dans la municipalité de Saint-Alexandre car se déroulaient les Journées de la culture 2016 sous le thème « La musique, un air de famille ». Plusieurs activités étaient au menu cette fin de semaine. Tout d'abord, dans le décor d'une magnifique maison patrimoniale, le sympathique duo formé de Sophie de Courval, saxophoniste, et Nathalie Clément, pianiste, a fait revivre les belles soirées d'autrefois où l'on chantait et dansait dans nos salons. Ces trois représentations ont eu lieu au gîte de la maison au Toit Bleu. Il y a d'autres activités aussi qui ont eu lieu dans la salle municipale, notamment le lancement d'un film sur la forêt bas-laurentienne, un atelier d'aquarelle et on a pu voir aussi le talent des cercles des fermières. Et pour clore la fin de semaine des Journées de la culture, on avait le droit à un concert Le Cœur en couleur dans l'église de Saint-Alexandre. Autre nouvelle, le comité d'exposition de l'Apocatière est heureux de vous inviter au vernissage de l'exposition Harmonie du photographe Bruno Laplante le 13 octobre prochain à compter de 17 h. Natif de Cabano, Bruno Laplante habite l'Apocatière depuis une trentaine d'années. Sa fascination pour les oiseaux lui vient des nombreuses heures passées aux bordures du fleuve à chasser l'oie blanche. Le seul fait de les observer lui a fait troquer son arme pour une paire de jumelles et un appareil photo qui fut sa porte d'entrée dans un univers fascinant. Venez rencontrer Bruno Laplante et ses superbes photos lors de son vernissage le 13 octobre à l'édifice Gérard Dallaire au 900 6e avenue à l'Apocatière. Prenez note que l'exposition se poursuivra jusqu'au 21 novembre 2016. Solidarité rurale du Kamouraska a convié la population le 22 septembre dernier dans la salle municipale de Saint-Alexandre pour parler du thème « Comment favoriser le jeu libre pour les enfants dans nos municipalités ». Pour réfléchir à la question, Mathieu Point, professeur au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, était présent lors de cette rencontre. Le jeu libre, c'est un petit peu la définition originelle du jeu où l'enfant choisit par lui-même quand est-ce qu'il joue, à quoi il joue, où il joue et avec qui il joue. Donc c'est lui qui il n'est pas dirigé par l'adulte en fait dans son jeu, il n'est pas structuré par un adulte. C'est vraiment de laisser l'enfant être lui-même. Et aujourd'hui, dans cette conférence, dans cette rencontre, quel était votre objectif? L'objectif, c'était de mettre un petit peu les réflexions de l'avant par rapport à ce que peut faire une municipalité pour favoriser le jeu libre chez les enfants. On voit actuellement beaucoup dans la société des enfants qui sont très structurés, qui, au niveau de leur emploi du temps, c'est souvent l'adulte qui est derrière le jeu de l'enfant et non pas l'enfant qui choisit lui-même à quoi il va jouer. Il a peu d'accès à l'extérieur aussi, parce que le jeu libre à l'extérieur, c'est là où il y a le plus de bénéfices pour l'enfant. Donc, quelles sont un petit peu les possibilités qu'une municipalité peut mettre de l'avant pour redorer un petit peu l'importance du jeu libre à l'extérieur chez ses enfants. Tout d'abord, si je comprends bien, c'est le rôle des municipalités d'influencer leurs citoyens au jeu libre. Influencer, donc commencer par sensibiliser les citoyens au jeu libre, sensibiliser les parents surtout, mettre en place aussi de l'accessibilité.
aux environnements de jeu des enfants, que ce soit les parcs, les boisés, partout les enfants, même les lieux de loisirs, donc les terrains de sport, donner du matériel accessible aussi en tout temps aux enfants. Donc ce sont toutes des petites actions qui vont permettre aux enfants de jouer librement et en toute sécurité aussi. Si on retourne dans le passé, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu du changement par rapport aux jeux libres avec les enfants, disons, qui sont nés il y a 40 ans à peu près? Il y a eu beaucoup de changements, pas forcément dans le bon sens. Si on retourne il y a 40 ans, mais les enfants jouaient librement, ils allaient tout seuls à l'extérieur, ils partaient toute la journée. Souvent, c'était quand la maman réclamait pour venir souper que l'enfant revenait, on ne savait pas qui ils étaient. Ils étaient très rarement accompagnés de l'adulte. Souvent, c'était des jeux où les enfants étaient en défi, donc il y avait des prises de risques qui sont maintenant quasiment inexistantes chez les enfants. Donc c'est de remettre ça un peu de l'avant parce que ces notions-là sont nécessaires pour le bon développement de l'enfant. Un enfant, pour se développer, a besoin de prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Et actuellement, c'est très aseptisé dans les environnements de jeu pour les enfants. Il n'y a plus de défis à leur hauteur, donc c'est leur permettre de se développer au plein potentiel qui est un peu moins présent qu'avant. Mais comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est la venue de matériel électronique, d'ordinateurs, d'iPad? Il y a beaucoup de facteurs différents. Oui, il y a beaucoup d'accès aux écrans. Donc limiter le temps écran, c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré des répercussions négatives chez le développement de l'enfant. Après, il y a aussi... actuellement, on vit dans une société... où il y a une hypermédiatisation de tous les accidents qui arrivent. Donc il y a une peur de l'incident, une peur de l'accident. Et la première notion qui vient à la bouche des parents, c'est cette notion de sécurité, plutôt que la notion du développement de l'enfant. Donc on restreint beaucoup les possibilités de jeu des enfants. On voit par exemple ce qu'on appelle les activités ludiques turbulentes, où les enfants se chamaillent un petit peu, se poussent, roulent les uns sur les autres. Le parent a tendance à réprimer ces activités-là d'entrée de jeu plutôt que de regarder qu'est-ce que ça amène, alors que c'est du plaisir chez les enfants. Vous avez parlé de certaines municipalités qui ont adopté un règlement, disons, ami des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ami des enfants? C'est une accréditation, en fait, ami des enfants, où c'est des municipalités qui vont mettre de l'avant plusieurs actions pour que les enfants aient une place au sein de leur commune. On peut parler de l'exemple de Sainte-Julie, à côté de Montréal, qui est une municipalité amie des enfants. C'est une des premières en Amérique du Nord. Il y en a beaucoup plus en Europe qu'ici. Par exemple, il y a des contrats qui ont été signés avec le service de ramassage des ordures qui ne passent plus pendant les horaires d'entrée à l'école et de sortie à l'école, qui permet aux enfants de mieux circuler. Les voitures n'ont pas le droit de se stationner non plus à moins de 500 mètres de l'école pour que les enfants puissent, eux, circuler à pied, en vélo, aux abords d'une école sans problème. Donc, on peut penser que ces municipalités-là veulent attirer les jeunes familles à vivre chez eux. Ils veulent les attirer et ça fonctionne. Je reprends l'exemple de Sainte-Julie, beaucoup de jeunes familles veulent s'installer là-bas. Et je pense que pour une région comme le Kamouraska, ça peut être un attrait très important si l'ensemble des municipalités étaient amies des enfants. Je pense qu'il y a plusieurs familles qui réfléchiraient plus longuement à venir s'installer ici. Et en terminant, parlez-nous des bienfaits sur les enfants quand ils optent pour le jeu libre. Les bienfaits sont à tous les égards. On parle des 5 sphères de développement de l'enfant, que ce soit motrice, cognitif, affectif, social. Donc l'enfant, par le jeu libre, va se développer à tous les aspects. Au niveau social, c'est dans le jeu libre qu'il va pouvoir choisir les amis avec qui il joue, il va pouvoir régler les conflits lui-même avec les autres amis. Donc il apprend à devenir un citoyen aussi à travers le jeu libre. Il va se développer d'un point de vue moteur, donc c'est là où il va par lui-même essayer des choses, tester ses capacités, donc il va mieux se connaître par la suite. Donc il y a plein de développement qui se fait par le jeu libre et c'est souvent sous-estimé parce qu'on n'a pas de rendu physique, on n'a pas un objet où il a fait un beau découpage ou autre à la fin. Donc c'est là aussi où les parents, des fois, ils se demandent, quand ils voient les enfants jouer, ils font rien. Non, ils font pas rien, ils se développent, ils apprennent. Madame Archambault, qu'est-ce que Cosmos fait pour sensibiliser les municipalités du Kamouraska aux jeux libres? Oui, en fait, les partenaires Cosmos se sont mobilisés. On a créé des capsules sur le jeu libre pour sensibiliser les parents et les divers intervenants du Kamouraska. Donc, c'est des capsules vidéo, 4 capsules qui expliquent comment on fait ça, le jeu libre, comment on laisse nos enfants jouer, pourquoi, quand et c'est quoi le jeu libre. Donc, 4 petites capsules sont disponibles sur le site Cosmos
cosmoskamouraska.com. Puis, elles sont libres de droit. Les gens peuvent les diffuser comme bon leur semble. Dans les événements, ils peuvent les utiliser dans les événements citoyens. Donc, je pense que plus il y a de gens qui vont porter le message, plus ça va fonctionner, puis on va pouvoir faire renverser un peu la vapeur. Le Centre d'art de Kamouraska vous invite à ses nouvelles expositions pour l'automne 2016. Voici tous les détails avec la directrice générale, Ève Simard. Le Centre d'art de Kamouraska a préparé de belles expositions pour la saison d'automne 2016. Parlez-nous justement de ces expositions. Oui, bien en fait, on a 3 expositions de 3 artistes femmes cette année qu'on a regroupées. En fait, chacune d'elles a fait une proposition qui tourne autour du corps humain, mais toujours dans une relation un peu avec le paysage. Donc, chacune d'elles utilise les anatomies, d'où le thème de ces expositions-là, qui est figures et variations anatomiques. Donc, utilise des anatomies soit humaines ou animales pour recréer de nouveaux paysages, recréer de nouveaux territoires un peu fantasmés, métaphoriques, très à l'image de l'univers de chacune de ces artistes-là. D'abord, on a Amélie Pellerin qui présente Corps, ciel et fleuve. Amélie, c'est une jeune artiste qui a résidé au Kamouraska pendant quelques années, jusqu'à tout récemment, et qui parle beaucoup, en fait, dans son projet de la maladie, de la mort, de la spiritualité, donc des notions qui sont un peu abstraites, qu'elle appelle un peu des espaces de flottement, si on peut dire, dans la vie de quelqu'un. Et donc, elle transpose ces thèmes-là dans des paysages qui sont pour elle des paysages aussi de flottement, donc des paysages de fleuve ou des paysages de ciel. Ça donne donc des œuvres qui sont très, très épurées, mais qui sont très fortes aussi parce que, bien évidemment, tout ce qui touche la maladie, la mort, ça vient toujours quand même nous chercher un peu. De très belles œuvres qui sont davantage axées sur la pratique du dessin en particulier. C'est une artiste qui a une très belle maîtrise du dessin. À ça s'ajoute le projet de Ito Laïla Lefrançois qui s'appelle « Toi et ta splendide laideur ». Ito Laïla Lefrançois, c'est une artiste de Rimouski. C'est une toute jeune artiste qui a une maîtrise technique assez incroyable de ses différents médiums. Elle fait des sculptures grand format avec de la céramique, du verre, du bois, du textile aussi. Elle mélange beaucoup les métiers d'art, donc les techniques qui sont plus inhérentes à la pratique dans le métier d'art, mais toujours dans une vision très, très actuelle, donc des œuvres très contemporaines aussi, où là, elle crée complètement des silhouettes vraiment très fantasmées et elle utilise en fait ces silhouettes-là pour questionner un peu notre rapport à l'agriculture moderne. Comment l'agriculture a un impact sur notre corps, notre alimentation, comment évidemment notre façon de cultiver la terre a un impact sur le territoire qu'on habite, mais jamais dans un ton de critique. C'est vraiment, elle fait part de réflexion, d'inquiétude, elle invite vraiment à réfléchir sur le sujet. Encore là, on a des œuvres très, très fortes parce qu'elles ont une symbolique vraiment impressionnante et parce qu'il y a une maîtrise technique qui est absolument exceptionnelle. C'est un des coups de cœur là, des visiteurs jusqu'à maintenant. Et ensuite, bien, ce qu'on voit derrière moi, c'est le projet Territoire perdu de Annie Baillargeon. C'est une artiste de Québec qui, elle, travaille davantage la photographie, où elle se met en scène. Dans ce projet-là, elle se met elle-même en scène. En fait, elle fonctionne, elle va se mettre au sol, elle va prendre des prises de vue d'elle-même en plongée. Elle peut prendre 300 à 400 prises de vue pour une seule œuvre. Ensuite, elle assemble ses mini elle-même dans des photomontages numériques auxquels elle ajoute du dessin, de la peinture aussi, toujours dans l'idée de recréer une espèce de territoire fictif. Donc, quand on regarde ces œuvres de loin, on a l'impression qu'on survole un peu en vue aérienne une espèce de paysage un peu énigmatique, cartographié, si on peut dire. Puis c'est quand on s'approche qu'on se rend compte, OK, le territoire, il est marqué par toutes ces petites silhouettes d'elle-même. Donc, elle, ce qu'elle essayait un petit peu d'amener comme réflexion, c'est le fait, la dualité de l'homme au sens où on est éphémère, mais qu'on cherche à laisser notre trace quand même. Et puis, justement, bien, ces œuvres, pour ça, elles sont un peu énigmatiques. On ne sait jamais trop si les petites silhouettes entrent et se fondent dans le décor ou au contraire essaient d'en sortir, de s'en dissocier. Donc, c'est un travail encore très intéressant. Si on revient au thème, comment fonctionne le Centre d'art de Kamouraska? Est-ce que vous déterminez le thème avant et vous recherchez les artistes qui peuvent représenter le thème ou c'est le contraire?
Non, en fait, nous, ce qu'on fonctionne, on a différentes orientations artistiques qui sont établies dans notre programmation régulière. Donc, la principale orientation étant le paysage. Mais on essaie vraiment de sortir du paysage comme un objet de simple contemplation. On veut vraiment utiliser le paysage dans tous les sens possibles qu'on peut donner à ce mot-là, mais dans toutes les réflexions que ça peut aussi apporter. Aborder le paysage ou en construire des paysages, ça nous permet de déborder jusqu'à des réflexions sociologiques, philosophiques et autres. Donc, les artistes, en fait, quand on fait un appel de dossier, sont au courant de ces orientations artistiques-là. Il y en a d'autres aussi. On reçoit donc une panoplie de dossiers. On a un jury composé d'artistes professionnels qui sélectionne les dossiers les plus forts, par exemple les 10 ou les 15 dossiers les plus forts. Et après ça, on construit ensemble avec le jury une programmation où là, vraiment, on lit 3 projets qui, selon nous, ont un thème qui est commun, mais qui ont donc un discours ou une proposition différente autour de ce thème-là. Et c'est vraiment comme ça que ça se construit. Et on a jusqu'à quand pour voir ces belles expositions au Centre d'art? C'est jusqu'au 13 novembre, puis on est ouvert du jeudi au dimanche de 11h à 16h. Le projet père de la Maison de la famille du Kamouraska a annoncé sa programmation pour les activités papa-enfant. Je laisse le soin à François Gérardin de vous parler des activités qu'il a concoctées pour vous, messieurs. Bien, on a déjà 2 activités papa-enfant qui ont passé. On est allé à la pêche, puis on a fait une petite sortie en forêt. Et là, il y a d'autres activités qui s'en viennent. On fait une autre sortie en forêt le 2 octobre, donc c'est dans quelques jours. On s'en va à Saint-Joseph sur une terre privée. Jeu libre, on s'assoit en forêt, on relaxe. Ensuite, on fait une activité bouffe au restaurant Côté Est à Kamouraska. Ça va être le fun. Je vais inviter les pères à amener des restants de frigo, de congélo. Puis avec le chef du restaurant, on va concocter une bouffe de restants extraordinaire. Il va y avoir de l'initiation à la boxe en novembre-décembre. Il va y avoir du paintball pour les ados et quelques autres activités. Mais je ne vais pas toutes les nommer puisque j'invite les pères vraiment à aller voir sur ma page Facebook, là, Projet Père, les autres activités. Fait que depuis que le projet père s'est installé à la Maison de la famille du Kamouraska, on voit quand même que c'est un projet qui sait attirer les papas. C'est un projet qui fonctionne assurément, mais on est toujours en développement. Toujours en développement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est valoriser la paternité. Moi, ce que je me rends compte depuis un an et demi ici, c'est qu'il y a beaucoup de pères qui font déjà plein d'activités avec leurs enfants. Donc, de là, valoriser les pères pour qu'ils fassent des activités avec leurs enfants, ils en font déjà. Ensuite de ça, bien, ça va être un autre travail. Donc, on offre des nouveaux programmes maintenant au Projet Père. Entre autres, un nouveau programme vraiment le fun, c'est « Moi, je bouge avec mon papa ». C'est de la stimulation précoce pour les enfants de 12 à 36 mois, mais avec leur papa. Souvent, c'est maman-enfant. Là, c'est papa-enfant, 12-36 mois. Par exemple, on construit des cabanes avec les petits. Nous, on fournit les draps, les chaises et tout. Puis quand la cabane est finie, on prend une petite collation, puis après ça, démantèlement du camp, on défait les cabanes, mais à la paire. Fait que ça, on n'y va pas tranquillement pour plier. Là. Nous, les intervenants, on va plier les draps après. Là. Mais là, les pères puis les bébés, c'est 10 secondes, on se défoule. Puis ça, c'est une série de 10 ateliers qui commence bientôt en octobre, qui se finit au mois d'avril. C'est à tous les 2 semaines, c'est le samedi matin. C'est gratuit. On a quelques places, pas beaucoup de places, mais ça va vraiment... On va à la piscine, on va faire des activités d'Halloween, beaucoup de choses comme ça, des activités extérieures aussi qui ressemblent beaucoup aux hommes, hein, ce qu'on aime. Donc, ce qui fait la différence avec les autres activités papa-enfant, c'est vraiment au niveau de l'âge de l'enfant. Oui, de l'âge, c'est ça, puis le développement du tout petit ou de la tout petite, là. Parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est favoriser un lien d'attachement entre le petit ou la petite et le papa. Souvent, nous, les pères, quand l'enfant est trop très petit, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On essaye, on demande des conseils à nos conjointes. Mais là, d'être une gang de pères ensemble dans un atelier comme ça, avec 2 intervenants, une intervenante, Thérèse Goulet, ma collègue et moi-même. Mais là, ça permet aux pères de voir un peu, là, de regarder les autres pères comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent avec un enfant, leur enfant, etc. Donc, c'est... Voilà. Dans le fond, c'est changer un peu la mentalité d'un père qui pense que l'enfant qui est jeune a seulement besoin, ou entre autres, a plus besoin de la maman. Oui, en effet. Parce que si on regarde toutes les sociétés autochtones dans le monde, là, je fais un drôle de parallèle, là. Mais le père est impliqué, mais vraiment à sa façon. Puis son rôle est respecté.
son rôle est compris. Lui, par exemple, il y a des sociétés autochtones, que ce soit ici, bon, ben le père, c'est lui qui va s'occuper de l'enfant pour les apprentissages en forêt, pour les apprentissages physiques, etc. La maman, c'est plus au niveau émotionnel. Puis ici, ben nous, on ne sait pas trop. Mais quand je dis nous, c'est l'Occident. En Occident, on ne sait pas trop. Le père, bon, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Quel est son rôle, là, réellement? Quel est son rôle? Donc, on travaille avec ça, mais c'est sûr que moi, je ne suis pas l'expert, je ne suis pas un chercheur, mais il y a des équipes de chercheurs dans les universités qui travaillent là-dessus, sur le rôle du père. C'est vraiment intéressant. Je vous demanderai pas les commentaires des pères qui participent aux activités. J'imagine qu'ils sont tous contents. Mais est-ce que vous avez les commentaires de leurs conjointes, à savoir que ça a changé dans leur milieu familial? Oui, j'ai des commentaires, en effet, de conjointes. J'ai une conjointe que je nommerai pas, un couple. Lui participe beaucoup à mes activités depuis 1 an. Puis visiblement, selon ce qu'elle me dit, et lui aussi, ça a changé beaucoup au niveau de la dynamique familiale. Déjà, c'était un père qui était quand même très impliqué, mais là, il se sent, je pense, encore plus outillé pour être avec les 2 enfants de la famille. Donc, oui, j'ai des témoignages qui montrent que les choses vont bon train. Donc, on peut parler de bienfaits sur le père, sur l'enfant, mais sur la famille surtout. Oui, parce que, bon, Projet Père, oui, c'est pour les pères, oui, c'est pour les pères et les enfants, mais c'est aussi beaucoup pour la famille au complet, pour aussi que la conjointe, la maman, puisse prendre un break, puis puisse aussi être rassurée, dire, bon, ben OK, je peux laisser mon chum partir avec la petite de 8 mois, faire une activité avec François de la maison de la famille. Ils vont être une gang de pères ensemble, ils vont s'arranger. Donc, c'est pour une meilleure cohésion au sein de la famille. Ouais. Il y a déjà quelques semaines, le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation a lancé sa campagne de financement. La première activité arrive à grands pas, le banquet des récoltes, a misé sur un menu avec des produits régionaux. Il y a quelques semaines déjà, vous avez amorcé votre campagne de financement pour le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Comment ça va présentement? Ça va bien. C'est sûr qu'on n'est pas rendu encore à l'objectif final, mais c'est pas anormal. On commence. Donc, on est rendu à environ une 30aine de mille d'amassés au niveau des fonds. On a une 30aine de membres à peu près. Donc, c'est de bon augure. Il nous reste du travail à faire, évidemment, mais on est quand même content là, du chemin jusqu'à maintenant. Puis, on va continuer à travailler pour atteindre nos objectifs. Là. Donc, on peut rappeler aux gens que l'objectif est de 125 000 à ramasser. 125 000. Pour nous aider à ramasser, les gens peuvent faire des dons en argent, tout simplement. Là. Mais on va avoir une activité aussi là, qui s'en vient très bientôt, qui est le banquet des récoltes. Et justement, parlez-nous du banquet des récoltes. Comment ça va se passer comme soirée? Donc, c'est un repas. Donc, c'est le banquet des récoltes, un repas en 5 services où le menu a été concocté à partir ou inspiré à partir de ce qu'on mangeait traditionnellement en Côte-du-Sud, donc dans la région ici. C'est le chef Claude Provencher du collège qui nous a préparé tout ça. On devrait très bien manger en passant par un potage de citrouille jusqu'à un rôti de porc, mais avec entre tout ça du poisson fumé, de la salade et des bonnes tartes aux pommes pour dessert. Et la façon dont on peut participer, comment qu'on peut faire? Bien, les gens peuvent nous appeler directement. On va prendre leur réservation, on va envoyer ou leurs coordonnées. On peut leur envoyer le formulaire, c'est pour devenir membre. Formulaire qui peut être également utilisé au niveau du don. On devrait également, d'un jour à l'autre, régler certains problèmes sur le site Web et les gens vont pouvoir le faire directement par le site Web qui est www.mqa.ca. Et donc, c'est un ou l'autre où on vient nous voir en personne directement. Ça va nous faire grandement plaisir de les accueillir.
Et au niveau du prix, c'est combien pour participer au banquet des récoltes? Le banquet des récoltes est un repas à 75 $ le couvert par personne, donc. Mais à cela pourrait s'ajouter, si les gens vont vouloir boire du vin, on va donner le cocktail d'honneur en début. Mais pour le vin, c'est les gens qui vont devoir rajouter un certain montant aussi là, pour des bouteilles. Il faut toujours rappeler que toute la campagne de financement est vraiment afin de permettre au musée d'amasser idéalement justement le 125 000 $ dont on parlait tantôt. Pourquoi 125 000? Parce que grâce au programme Placement Culture, le gouvernement du Québec va nous redonner 250 000 à ce moment-là. En fait, il double le montant qu'on accumule. Le 125 000 de base, on le place de façon inaliénable, donc il va nous rapporter des intérêts à tous les ans. Et le 250 000, on le place pour une certaine période minimale de 2 ans, mais après ça, on peut le réutiliser pour réinvestir dans les projets. Et en terminant, M. Saint-Amand, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour le banquet des récoltes, il va y avoir d'autres activités de financement. Oui, il va y avoir d'autres activités. On en a une, d'ailleurs, qui est prévue pour l'hiver prochain. On va avoir, évidemment, la possibilité toujours de donner directement également, là, comme on le mentionnait tout à l'heure. Donc, tous les dons sont les bienvenus. Il n'y a pas de gros ou de petits dons. C'est avec des sous qu'on fait des pièces, qu'on disait dans le temps. Là. Bon, ben c'est un peu la même chose. Alors, tous les dons sont bienvenus, puis on remercie tous les gens qui vont nous aider à démontrer l'importance du musée pour le milieu et son implication, son ancrage dans la société sud-côtoise. Et la campagne de financement va durer quand même quelques temps, mais il ne faut pas trop attendre. Il faut donner maintenant. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, il faut participer. On a besoin de vous. On compte sur vous, mais en même temps, nous, on va s'organiser pour livrer la marchandise aussi. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information InfoCam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Kamouraska Chrysler est fier partenaire de l'émission InfoCam. Kamouraska Chrysler, 225 Avenue Patry, à Saint-Pascal. 418-492-3432.